Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les représentants des associations d'élus, madame la présidente de la Haute Autorité de Santé, madame la présidente de l'ANAP, madame la directrice générale déléguée de la Caisse nationale d'assurance maladie, mesdames et messieurs les représentants du service de santé des armées, mesdames et messieurs les présidents d'ordre professionnels, madame la présidente du collège des directeurs généraux d'ARS, monsieur le vice-président de la FHF, cher Patrick, mesdames et messieurs les présidents, administrateurs régionaux, mesdames et messieurs les présidents de fédérations et de conférences, madame la déléguée générale de la FHF, chère Zainab, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, chers amis. Pour la première fois, j'ai l'honneur d'inaugurer le Salon Santexpo en tant que président de la Fédération hospitalière de France. D'autant plus heureux d'ouvrir cette 57e édition qui, je sais, comme vous, revêt toute l'importance de nous retrouver pour surmonter les crises qu'affronte le monde de la santé depuis des années, mais aussi pour parler de ce qui fait notre force et doit nourrir notre confiance dans l'avenir. Mais cette inauguration n'est pas une inauguration comme les autres. Et ce matin, certes, c'est le président de la Fédération hospitalière de France qui est devant vous, mais également le maire de Reims et le président du conseil de surveillance du CHU de Reims. Ce matin, nous apprenons avec une profonde tristesse la disparition de l'une des nôtres, Karen, décédée des suites de ses blessures. Cette agression inqualifiable, qui a également touché une autre de ses collègues, secrétaire médicale au sein du CHU de Reims, nous bouleverse tous. J'adresse mes pensées, forcément émues, à leurs familles, à leurs proches, ainsi qu'à l'ensemble du personnel du CHU de Reims, profondément choqués. Karen exerçait son métier d'infirmière avec passion, fière d'apporter au quotidien soins et humanité. Et nous connaissons tous autour de nous de tels professionnels. Aucun engagement au service des autres ne doit connaître pareille fortune. S'attaquer à des sentinelles du soin, à l'hôpital comme en ville, c'est s'en prendre à une certaine idée de ce qui fait notre humanité. Nous devons tout mettre en œuvre afin de faire reculer la violence dans nos sanctuaires du soin et en refuser la banalisation. À toutes et tous, j'adresse donc un grand remerciement pour votre présence et évidemment un salut tout particulier à celles et ceux qui font la maison commune des hospitaliers. Les membres de notre convention nationale, de notre conseil d'administration, de notre bureau et de nos commissions, les présidents des conférences ainsi que l'ensemble de la communauté hospitalo-universitaire, sociale et médico-sociale, les présidentes et présidents de nos fédérations régionales, les délégués régionaux, sans oublier bien sûr les équipes de la FHF nationale, dont je peux témoigner de l'engagement constant. Enfin, un remerciement particulier pour un député que vous connaissez tous, Frédéric Valtou, mon prédécesseur, à la tête de notre fédération que je salue chaleureusement. Vous l'aurez compris, je forme le vœu que ces 3 jours soient l'occasion d'une réflexion pointue sur les problématiques de notre système de santé. Quand 80% de nos concitoyens se disent inquiets pour son avenir, il est de notre devoir d'agir pour lui redonner du souffle. C'est donc naturellement que nous avons choisi de consacrer Santexpo à une thématique ambitieuse et forte, la santé au cœur de la démocratie. Il faut dire qu'en la matière, les aspirations des citoyens évoluent en profondeur. 20 ans après la fameuse loi du 4 mars 2002, les patients ou résidents que nous sommes ou serons exigent de voir leurs droits respectés. Pensons au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré
et respectueux de la santé, récemment érigé au rang de liberté fondamentale par le Conseil d'État, ou au respect si essentiel du consentement. Au-delà des droits, les citoyens demandent que leurs attentes et leurs paroles soient respectées dans le fonctionnement quotidien d'un hôpital, d'une maison de santé ou d'un EHPAD, qui, rappelons-le, est le logement principal de plus de 600 000 de nos concitoyens. Autrement dit, il y a une demande légitime de démocratie sanitaire qui se renforce. Et cette demande doit être le point de départ de toutes les évolutions à venir. Il s'agit d'ailleurs d'une opportunité. Partir du patient est le meilleur moyen de dépasser les habitudes et de remettre en question des fonctionnements en silo. Il faut enfin dire que cette aspiration à participer davantage aux décisions habite les professionnels. Et nous y reviendrons. La santé est donc non seulement un enjeu biologique et vital, mais aussi un objet démocratique sensible. Et les échanges à son sujet sont parfois vifs, souvent sincères, toujours porteurs d'une même interrogation. Que faire pour sortir de l'état d'urgence permanent, du sentiment d'une crise qui ne s'arrête jamais ? Cela fait bien trop longtemps, avant même la pandémie, que dans les esprits, le mot de crise est associé à celui du système de santé ou d'hôpital. Quand on parle des urgences, de la médecine générale, de la pédiatrie, de la psychiatrie ou des EHPAD, d'innombrables analyses et rapports continuent de se succéder au point de former un genre littéraire à part. Bien sûr, ces dernières années ont vu de réelles avancées. Et je pense à toutes celles et tous ceux qui, à l'hôpital, dans les structures sociales ou médico-sociales et en ville, innovent sans cesse, s'adaptent et ouvrent un chemin de progrès. Je salue notamment les CHU, au rôle si important pour la formation et la recherche. Nous ne parlons pas assez des prouesses qui sont légion sur le terrain. Je salue également les décisions fortes et nécessaires prises par le gouvernement sur les rémunérations comme sur l'investissement. Elles sont inédites depuis 40 ans. Et dans la difficulté, il ne faut pas l'oublier. Je me félicite enfin des annonces faites la semaine dernière par le président de la République dans le cadre Plan Innovation Santé 2030. Pour autant, beaucoup reste à faire pour relever notre système de santé durablement. C'est pourquoi je veux d'abord vous dire ma conviction profonde que les discussions théoriques doivent maintenant céder le pas à l'action pratique. L'action par la mise en œuvre concrète des idées que nous partageons collectivement sur la prévention, sur la solidarité, sur la pertinence. L'action par la mobilisation de toutes les bonnes volontés pour dépasser certains corporatismes et certaines situations acquises d'un autre âge. L'action, enfin, par le sens du détail, en rendant sa noblesse à ce dernier kilomètre des politiques publiques, qui fait souvent défaut et prive beaucoup de Français d'un accès effectif aux services publics de santé. C'est sous le signe de cette mobilisation pour l'action que j'ai voulu placer mon mandat depuis ma prise de fonction à la présidence de la FHF. Cela passe d'abord par le dialogue avec chacun et sans a priori. Il arrive dans la vie des hommes et des organisations que par habitude ou par manque de temps, nous ne parlions pas assez, parce que nous pensons nos positions trop éloignées et trop figées. Mais la réalité prouve bien souvent que ces préjugés ne reposent sur rien. Et si la crise du Covid nous a appris quelque chose, c'est que le dialogue entre tous, et d'abord dans les territoires, est une condition incontournable de la rénovation de notre système de santé. Et je crois que la démarche du CNR Santé vise justement en entretenant cet esprit. Rien que ces derniers mois, avec les équipes de la FHF,
Nous avons rencontré des dizaines d'organisations du secteur hospitalier, universitaire, libéral, des associations de patients et d'élus, les ordres professionnels, afin de partager notre regard et dégager des positions communes. Et à chaque fois, nous avons trouvé des points de convergence majeurs. À chaque fois, nous avons mesuré le souhait de tous d'évoluer ensemble. Nous avons également conduit un travail constant avec le gouvernement et le Parlement, que je salue pour leur action. Enfin, nous avons agi sur le terrain avec les fédérations régionales et les établissements. Et je sais que la transformation est déjà en marche au sein des territoires. À l'hôpital public, l'exceptionnelle capacité d'adaptation et l'engagement total des équipes autour des directeurs généraux de CHU, des directeurs de CH, des présidents de CME, doyens et directeurs des soins n'est plus à démontrer. Binôme, trinôme et bien au-delà, notre force, c'est le collectif. La mise en œuvre récente de l'encadrement de l'intérim médical en est un exemple. Et je salue l'engagement remarquable de l'ensemble des hôpitaux publics qui ont travaillé d'arrache-pied pendant des semaines pour que la loi puisse s'appliquer dès le 3 avril avec le concours des ARS. Je salue également la coopération entre nos établissements publics et privés, cher président de la FHP. Oui, chacun doit prendre ses responsabilités. Et je sais que nous partageons tous cette nécessité. Je sais les difficultés concrètes que cette réforme pose encore. La FHF reste totalement mobilisée pour accompagner les établissements dans la durée. Et je sais que le politique y sera également attentif. Et cette philosophie de l'action, nous devrons la mobiliser avec une constance et une foi d'autant plus inébranlable que nous connaissons depuis des années une nuée de crises. À y regarder de plus près, je dirais même que notre système de santé est entré en révolution, sous l'effet de plusieurs phénomènes qui le traversent et le bousculent en profondeur. Malgré des systèmes de santé très différents, nos voisins européens connaissent les mêmes bouleversements. Le Covid a évidemment joué un rôle de révélateur, d'accélérateur et peut-être d'incubateur mondial. Nous sommes d'abord confrontés à des risques systémiques nouveaux ou trop longtemps ignorés. Le réchauffement climatique en particulier, qui pourrait atteindre plus 4 degrés en France à la fin du siècle si rien n'est fait. Les conséquences pour notre système de santé seraient désastreuses, avec, entre autres réjouissances, des épisodes de canicule jusqu'à 10 fois plus fréquentes qui mettraient en danger immédiat les personnes les plus fragiles. Rien qu'à l'été 2022, Santé publique France a compté plusieurs milliers de passages aux urgences suivis d'hospitalisations pour hyperthermie et déshydratation. Il est donc urgent d'achever la transformation de nos hôpitaux et EHPAD en refuge pour les personnes menacées par les fortes chaleurs. Plus largement, il faut préparer nos organisations à faire de la gestion de crise plus fréquemment encore qu'aujourd'hui. Je rappellerai enfin les risques géopolitiques qu'a révélé la crise Covid, particulièrement l'absolue nécessité de sécuriser et de renforcer nos chaînes d'approvisionnement pour garantir notre indépendance. Il faut, avec nos voisins européens, recréer les chaînes de souveraineté sur les produits stratégiques. Nous sommes ensuite confrontés à une crise de l'accès aux soins. 50% de la population dit avoir des difficultés pour accéder à un professionnel de santé, notamment pour les soins non programmés. Les départements les moins pourvus, comme l'Eure ou la Haute-Loire, comptent environ 25 spécialistes pour 100 000 habitants, soit 4 fois moins qu'en Gironde et près de 10 fois moins qu'à Paris. Et malheureusement, ces écarts s'amplifient. En parallèle, après 3 ans de pandémie, il existe ce que j'appelle une dette de santé publique, une bombe à retardement. En première ligne face aux crises,
L'hôpital n'a pas encore retrouvé son niveau d'activité de 2019 malgré la mobilisation des équipes. Depuis mars 2020, ce sont ainsi l'équivalent de 3,3 millions de séjours qui n'ont pas eu lieu pour l'ensemble des établissements de santé. Sans parler des besoins nouveaux qui ne reçoivent pas toujours le niveau de réponse nécessaire. Je pense à la santé mentale, notamment des plus jeunes. Sur ces sujets, pas la peine de sortir la baguette magique, elle n'existe pas. Les leviers sont connus. La FHF a formulé en 2022 plusieurs propositions concrètes pour améliorer l'accès aux soins. Et j'observe que plusieurs sont reprises par le gouvernement et je m'en réjouis. Parmi celles-ci, je veux citer la généralisation des services d'accès aux soins, outil indispensable pour mieux orienter les patients qui nécessitent une prise en charge en moins de 48 heures grâce à une plateforme téléphonique. Et le besoin est grand. Il n'est pas normal que le nombre de passages aux urgences ait doublé en 20 ans. Je me félicite donc que le président de la République en ait retenu le principe. À ce jour, la moitié de la population française est couverte par le dispositif et nous souhaitons que toutes les conditions soient réunies pour que l'ensemble des Français en bénéficient d'ici la fin de l'année. Plus largement, répondre aux besoins de santé de la population suppose de redonner de l'air aux hôpitaux publics, piliers de notre système de santé, et je ne me résous pas à ce que des hôpitaux, notamment les CHU, qui ont un rôle décisif dans la formation des médecins de demain, soient obligés de déprogrammer des interventions en raison de tensions sur les effectifs ou parce qu'à certains moments critiques de l'année, la permanence des soins pèse sur leurs épaules. Rouvrir les lits nécessaires, assurer le fonctionnement optimal des blocs opératoires et améliorer les solutions d'aval à l'hospitalisation ne pourra se faire sans pourvoir les postes vacants et adapter les effectifs. Et c'est pourquoi la question des ressources humaines est la mère de toutes les batailles. Et tout se joue ici, ce que l'on nomme pudiquement l'attractivité des métiers, c'est-à-dire le fait de recruter, de former et de fidéliser les professionnels. Il nous faut donc nous adapter pleinement à la mutation profonde de notre rapport au travail, qui touche fortement la santé et plus particulièrement l'hôpital public. Nous connaissons la force de nos métiers, qui sont des vocations. Nous connaissons aussi leur fragilité, les contraintes liées aux gardes et aux astreintes, au fait de travailler le week-end ou les jours fériés sont moins acceptés aujourd'hui. Les professionnels demandent à mieux maîtriser leur environnement, à être mieux considérés par leur encadrement, bref, à retrouver de l'autonomie. Et on ne peut que les comprendre et en prendre acte. Cela nécessite en premier lieu de mesurer toute l'ampleur de la tâche. Rien que pour l'hôpital public, 20 000 postes d'infirmiers et aides-soignants sont vacants et 30% de postes de praticiens hospitaliers ne sont pas occupés par des titulaires. La DARES indiquait en 2022 qu'il faudrait recruter 400 000 professionnels supplémentaires à l'horizon 2030 dans les secteurs de la santé, du médico-social et de l'action sociale. Sur ce total, 100 000 professionnels sont indispensables pour répondre aux défis du grand âge. Mais au-delà des chiffres, ce sont les métiers et formations qu'il faut repenser. Mentorat, tutorat, évolution des compétences, protocole de coopération, refonte du référentiel d'actes en ville et à l'hôpital. L'ouvrage est certes difficile, l'ouvrage est complexe, mais l'ouvrage est indispensable. Et notre fédération a présenté en février une stratégie d'ensemble pour répondre aux différents enjeux, dont je ne ferai pas ici la liste. Mais je souhaite cependant insister sur 2 points. D'abord, nous devons faire évoluer les modes de rémunération des professionnels. À l'hôpital, une centaine de primes différentes existent et je défie quiconque dans cette salle de les énumérer sans se tromper. Il faut simplifier, valoriser la technicité et les contraintes par la refonte du régime indemnitaire. Ensuite,
Nous devons mieux rémunérer certaines missions et responsabilités. Je pense en particulier au travail de nuit et à la permanence des soins, mais aussi aux carrières hospitalo-universitaires sans laquelle ou sans lesquelles notre appareil de formation et de recherche ne survivra pas. Il faut donc recruter et investir, ce qui nous amène forcément, messieurs les ministres, à la question du financement. Avant même de se poser la question de savoir comment revoir les modes de rémunération de l'ensemble des acteurs, comme l'a annoncé le président de la République, l'équation qui se pose est simple: comment financer durablement, sans économie comptable délétère, une évolution naturelle des dépenses de santé d'environ 4% chaque année, du fait des innovations et du vieillissement de la population, avec une croissance économique potentielle d'environ 1%. Je le dis très clairement, nous ne pouvons pas retomber dans les travers de l'avant-pandémie Covid et de faire de la maîtrise des dépenses la priorité à courte vue des politiques de santé. D'abord parce que cela ne marche pas. 10 milliards d'euros d'économies ont été demandés aux établissements de santé en 20 ans, soit 10% de l'Ondam hospitalier. Ces 10 milliards ont été compensés intégralement par le Ségur de la santé. Ensuite, parce que le pilotage annuel des dépenses de santé est un contresens. Réguler intelligemment les dépenses est nécessaire et inévitable, c'est une évidence, mais cela ne sera possible que dans un cadre pluriannuel. Oui, les économies intelligentes existent. Elles s'appellent prévention, pertinence des soins, meilleure organisation du système de santé. Elles impliquent une planification. Et je rappelle que la Cour des comptes indique qu'un gain d'une année d'espérance de vie en bonne santé permettrait d'économiser 1,8 milliard d'euros par an pour la seule assurance maladie. De même, l'assurance maladie considère que 30% des dépenses de santé ne seraient pas pertinentes ou de qualité. Pour l'heure, ces derniers mois, la FHF s'est mobilisée pour faire face aux conséquences de la crise Covid et aux tensions sur les effectifs. Et je souligne, messieurs les ministres, l'écoute du gouvernement, s'agissant de la prolongation du dispositif de garantie de financement jusqu'à la fin de l'année 2022 et de la mise en place d'un dispositif de sortie de garantie de financement pour l'année 2023. Je salue aussi la prise en compte dans l'Ondam du financement des mesures relatives aux ressources humaines et la compensation partielle des effets de l'inflation. Mais malgré ces décisions significatives, je m'inquiète vivement de la dégradation de la situation financière des établissements publics, pris dans un effet ciseau entre une chute de l'activité et une hausse des dépenses. Nous anticipons un déficit structurel de 1 milliard d'euros en 2022, soit le double qu'en 2019. Et pour 2023, les travaux que nous avons conduits permettent d'estimer qu'il manque encore 1,5 milliard d'euros dans l'Ondam pour compenser les seuls effets de l'inflation qui s'ajoutent à certains sous-financements du Ségur et de revalorisation du point d'indice. Sur ces sujets, je souhaite qu'un état des lieux précis soit réalisé au plus vite et que toutes les conséquences en soient tirées. Oui, la situation est donc loin d'être stabilisée. Nous devons trouver les moyens de préserver le court terme tout en répondant aux contraintes structurelles. Qu'il s'agisse du financement, des métiers, des recrutements, de la recherche ou de l'enjeu écologique, nous devons sortir de la gestion permanente de l'urgence pour renouer avec confiance dans un avenir commun. Et pour renouer avec cette confiance, je suis convaincu que nous avons besoin de co-construire un plan de bataille commun avec des buts clairs et cadencés sur le court, le moyen et le long terme. Les chantiers à mener sont immenses et bien évidemment difficiles. Mais nous devons prioriser, organiser, renforcer et pérenniser ce qui a fait ses preuves, et ce, sans se tromper de combat. C'est pourquoi la FHF défend de longue date l'idée de 2 lois de programmation, une pour la santé et une pour le grand âge. Alors, vous allez vous poser la question, pourquoi 2 lois de programmation ? D'abord parce qu'une loi de programmation est une méthode de travail collective. Il s'agit de définir pour 5 ans les modalités de concertation, d'évaluation
et d'ajustement de nos politiques et d'identifier les priorités transversales à l'ensemble de la santé. Ensuite, évidemment, parce que nous devons établir des trajectoires financières claires. Il ne s'agit pas uniquement, à ce propos, de définir une évolution minimale des dépenses d'assurance maladie. Je souhaite que nous puissions intégrer dans la trajectoire une sorte de retour sur investissement qui serait le fruit d'un engagement massif dans la pertinence des soins, l'efficacité énergétique ou la prévention. On le sait, prévenir permet de dégager des économies. Mais celles-ci ne donnent pas toutes leurs mesures en 6 mois, ni même en 1 an. Il faut donc voir au-delà du vote annuel du budget et prévoir et cadencer les réformes de financement et d'organisation qui permettront d'atteindre la cible fixée. Enfin, parce que les chantiers que nous devons conduire en matière de formation et d'évolution des métiers sont nombreux, sont complexes et doivent être orchestrés. En clair, il s'agit de délibérer et de fixer un cap clair pour l'ensemble du secteur de la santé sur 5 ans. Comme notre armée, les sentinelles du soin ont besoin d'être soutenus dans la durée pour que notre bouclier sanitaire nous permette de résister aux crises à venir. Et à l'occasion de l'examen en première lecture de la proposition de loi pour le bien vieillir, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité le principe de l'élaboration d'une telle loi de programmation pour le grand âge. Je m'en félicite et souhaite que les travaux pour son élaboration puissent être engagés au plus vite. D'ici 2040, notre pays comptera 2,4 millions de personnes de plus de 80 ans supplémentaires par rapport à aujourd'hui. Ne pas prendre le sujet à bras-le-corps serait le choix du pire. Si nous échouons à augmenter rapidement les moyens humains dédiés à nos aînés, le risque d'une catastrophe sanitaire et sociale se dessinera et ira de pair, forcément, avec l'explosion des dépenses hospitalières et de ville. Car n'en doutons pas, faute de services et d'établissements d'accompagnement suffisants, les personnes âgées concernées se tourneront vers les services de soins, dont les urgences. Concernant la santé maintenant, je forme le vœu que le Parlement et le gouvernement puissent se mettre d'accord sur le principe d'une loi de programmation et l'élaborer d'ici le début de l'année 2024. La stratégie nationale de santé, qui sera adoptée d'ici la fin de l'année, nous donnera les lignes directrices pour les 10 prochaines années, à l'instar d'un livre blanc. Nous devrons en particulier faire de l'investissement, de la recherche, de l'innovation, des priorités fortes de cette loi pour repousser les frontières de l'excellence. Au-delà du cap et de la vision d'ensemble, je souhaite enfin que les prochaines semaines permettent de donner des signes concrets aux professionnels sur plusieurs sujets clés. L'encadrement de l'intérim médical a donné le coup d'envoi d'un marathon de transformation de notre système de santé, dont nous devons maintenant entretenir l'élan en nous attaquant successivement à toutes les difficultés qui rongent notre bouclier sanitaire. Le premier enjeu, je l'ai dit, c'est celui bien sûr de l'attractivité, de la fidélisation des praticiens hospitaliers et des soignants à l'hôpital public. Il y a quelques semaines, Monsieur le Ministre, vous avez annoncé ouvrir des concertations avec les organisations syndicales et la FHF. Le chantier est vaste et il me semble indispensable que les concertations débutent sans attendre avec un mandat clair et des engagements pluriannuels et qu'en priorité, les annonces interviennent avant la fin de l'été sur une revalorisation significative, pérenne et intégralement financée de la permanence des soins, des astreintes et du travail de nuit, et qu'elle concerne l'ensemble des soignants. Nous n'avons pas le temps d'attendre. Le deuxième enjeu est celui des solidarités. Notre système de santé a la chance de reposer sur une pluralité d'acteurs. C'est la force de notre système de santé. Le pilier public, le pilier privé, au modèle certes différent, mais au modèle complémentaire. Et en aucun cas il ne faut les opposer, en aucun cas il ne faut les caricaturer. Mais pour autant, nous devons et nous avons la nécessité de revoir nos façons de travailler à l'échelon local, comme au niveau national, en partageant mieux les contraintes de permanence des soins entre public et privé, mais tout en préservant bien évidemment la force du service public. Et vous l'avez souligné, Monsieur le Ministre,
La permanence des soins repose en grande partie sur l'hôpital public, même si je n'oublie pas que 40% des généralistes assurent eux aussi des gardes. C'est pour cela qu'il faut en finir avec ces discours qui opposent les uns aux autres. Nous avons, oui, nos spécificités, mais nous avons besoin de tous et de toutes pour faire évoluer notre système de santé et garantir l'accès aux soins à tous nos concitoyens. Et j'ajouterai sur ce sujet qu'il y a donc une obligation de résultat, et nous le devons à la population, et chacun doit en prendre sa part. Et je forme le vœu que les solutions pour un meilleur partage soient actées d'ici fin juin, avant cet été, qui est une période bien connue de tension sur les organisations, avec les légitimes congés des professionnels, qu'ils soient publics ou privés. Ces solutions seront différentes selon les territoires, et j'adhère sans réserve à l'idée reprise par la proposition de loi portée par la majorité et le député Valletoux de faire d'abord confiance à l'intelligence collective, faisant confiance aux professionnels, faisons confiance à la créativité du terrain. Là où les solutions n'émergeront pas dans un délai raisonnable, il faudra aussi que les ARS, dont je connais l'efficacité, prennent encore une fois leurs responsabilités. Et je sais que nos collègues et amis libéraux ne nous rejoignent pas complètement sur ce point, et j'entends leurs revendications qui sont aussi légitimes. Mais je leur répondrai que je m'attache à suivre le mot de Charles Péguy. Il faut toujours dire ce que l'on voit, surtout il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit. Et ce que je vois, c'est que la solidarité et la responsabilité collective sont notre meilleure défense face à la perspective d'une crise durable de notre système de santé. Le troisième enjeu est celui du grand âge que j'évoquais à l'instant, et je souhaite bien entendu que la loi du bien vieillir puisse être adoptée le plus vite possible et qu'elle soit encore enrichie. Et à l'occasion du débat parlementaire, des évolutions importantes sont déjà intervenues. Je pense en particulier à la généralisation du dispositif ICOP de prévention de la perte d'autonomie, mais il faudra aller plus loin. L'ensemble du secteur du grand âge et les établissements publics en particulier attendent beaucoup du prochain PLFSS. Voilà, messieurs les ministres, en quelques mots, voilà, mesdames, messieurs, certaines des priorités que je souhaitais partager. Et loin du défaitisme de beaucoup, je crois que les lendemains meilleurs sont possibles si nous nous retroussons les manches, et ce, de manière collective. J'y crois, car ces dernières semaines, de Grenoble à Roubaix, d'Avranches à La Réunion, j'ai rencontré des femmes, j'ai rencontré des hommes lucides sur les difficultés, mais fiers de leur métier, et certains qu'ensemble, nous pouvons changer les choses. J'y crois parce qu'ils y croient aussi, et parce que nous avons le devoir de réussir. Il y a quelques années, quelqu'un a évoqué la nécessité de remettre le pays en marche. Je dirais que pour ce qui nous concerne, nous avons le devoir que notre système de santé soit en ordre de bataille parce qu'il est la promesse concrète pour chacun d'égalité, de liberté, de fraternité, malgré les assauts du temps ou du monde sur les corps. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à chacune et chacun d'entre vous un très très beau salon. Merci. Monsieur le ministre, cher François, monsieur le président, cher Arnaud Robinet, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, mesdames et messieurs. Je ne peux m'adresser à vous sans avoir, moi aussi, une pensée émue pour les 2 soignants qui ont fait l'objet hier de cette terrible agression au centre hospitalier universitaire de Reims. Et en particulier pour Karen, qui est décédée ce matin. Nous pensons à elle, à ses proches, mais aussi à ses collègues, avec beaucoup d'émotion. S'en prendre à un soignant, c'est s'en prendre à la solidarité et donc à la République. Et c'est donc le cœur lourd, avec le cœur lourd, que j'ouvre à mon tour ce rendez-vous.
Monsieur le Président, vous avez bien exposé les défis qui sont devant nous, mais je souhaite néanmoins vous parler de celui qui est sans doute le plus structurant pour les années à venir, à savoir le vieillissement de la population. Le changement de visage de notre société, le choc démographique auquel nous nous préparons. Le 4 avril dernier, je réunissais l'ensemble des acteurs du secteur pour restituer 6 mois de travaux, les 6 mois de travaux du Conseil national de la refondation dédiés au bien vieillir. Ce n'était évidemment pas une énième concertation, mais 6 mois d'ateliers citoyens qui nous ont permis non pas de réinventer la poudre, mais de challenger les mesures à mettre en œuvre. Nous avons pour cela choisi 3 priorités. D'abord, la valorisation des métiers, ensuite la promotion du lien social et de la citoyenneté, et enfin l'adaptation de la société au vieillissement. Mon objectif est simple, faire du vieillissement un objet sociétal et non plus seulement un objet sanitaire et médico-social. Je ne suis pas adepte des grands soirs et des effets d'annonce, vous me connaissez. Ma méthode, c'est celle que j'utilisais avant à la Croix-Rouge française. J'avance, je crante, je prends tout simplement ce qui permet de faire avancer les choses progressivement. Je m'inscris donc clairement dans la suite de la création de la 5e branche de la sécurité sociale, portée par le président de la République en 2020. Et depuis bientôt 1 an, nous posons, pierre après pierre, les briques d'une grande ambition pour le grand âge. Certaines mesures relèvent de la loi. Elles ont été en partie inscrites dans la proposition de loi à laquelle vous avez fait référence tout à l'heure, Monsieur le Président, par la majorité et enrichies par les parlementaires de tous bords. Nous avons commencé à l'examiner à l'Assemblée mi-avril. Les parlementaires, je le sais, souhaitent poursuivre son examen prochainement et cela montre toute la force de notre engagement commun sur ce sujet. Cette loi, elle porte des mesures très concrètes et très structurantes pour notre système de santé. En termes d'accès aux droits, avec la création du service public territorial de l'autonomie pour mettre fin au parcours du combattant des personnes âgées et de leurs familles, pour accéder à leurs droits, mais aussi à des services. En termes d'accès à la prévention, vous l'avez dit, avec la généralisation du programme ICOP pour repérer les fragilités des personnes âgées, prévenir la perte d'autonomie. Je pense également à la généralisation des équipes éclates pour faciliter l'usage des aides techniques, mais aussi avec un élargissement de leurs compétences à la question de l'adaptation du logement. En termes de lutte contre l'isolement, avec notamment la mobilisation du fichier canicule et puis la possibilité offerte de son enrichissement grâce au fichier des personnes bénéficiant de l'APA ou de la PCH pour lutter contre l'isolement social, les communes pourront ainsi proposer et développer des actions de lutte contre l'isolement social aux personnes inscrites sur ce registre. D'autres mesures relèvent du financement et elles seront donc inscrites dans les projets de loi de financement de la sécurité sociale, voire dans la loi de programmation dédiée qu'ont voté les députés dans la proposition de loi en cours d'examen. Alors j'entends ici ou là beaucoup d'interrogations sur cette question du financement. Je veux donc simplement rappeler la vérité des chiffres. Jamais aucun gouvernement n'avait autant investi pour le grand âge, puisque les dépenses de la branche autonomie passeront entre 2021 et 2026 de 32 à 42 milliards d'euros. Il y a donc ce qui relève de la loi, ce qui relève du financement, mais il y a aussi ce qui ne relève pas de la loi. Et ce sont souvent des questions essentielles. Comme je m'y suis toujours engagé, je présenterai donc fin juin un plan d'action interministériel et pluriannuel. Ce plan d'action sera très concret, car je crois que la politique s'essouffle de grandes mesures et se discrédite de peu d'impact. Je parle donc là de mesures très concrètes, voilà, comme une stratégie pour lutter contre les chutes, la promotion du sport, le soutien aux aidants, mais aussi de la question si fondamentale de la citoyenneté de nos aînés et du lien social. Cette volonté d'avoir une vision sociétale du vieillissement ne m'empêche pas de continuer à avancer sur la question de l'offre d'accompagnement des personnes âgées. En ce qui concerne les EHPAD, nous avançons notamment sur la question du modèle économique et sur le renforcement de leur médicalisation. Aucune question ne doit être mise de côté, qu'il s'agisse de la situation financière des places habilitées à l'aide sociale ou encore de la fusion, la fameuse fusion des sections soins et dépendance et du tarif global. En matière de médicalisation, nous mettons en œuvre
la feuille de route sur les unités de soins de longue durée, dont le pilotage a été confié au professeur Jandel et à Marc Bourquin, que je profite de remercier ici. Cela doit nous permettre de répondre aux besoins des personnes au profil ayant des besoins de soins particulièrement importants et qui seront de plus en plus nombreux à être accompagnés dans les EHPAD. C'est tout le modèle de l'organisation des soins en EHPAD qui doit évoluer, avec des équipes de soignants mieux coordonnées. C'est pourquoi nous ferons évoluer le rôle du médecin coordonnateur, dont les missions devront aller au-delà de la coordination et être élargies au suivi médical des résidents. Évidemment, toutes ces questions seront sans effet si on ne règle pas la question des recrutements et donc du taux d'encadrement. C'est pour cela que nous avons voulu inscrire dans la loi la trajectoire de 50 000 recrutements supplémentaires de soignants d'ici à 2027 et que nous avons décidé de rendre public le taux d'encadrement dans chaque EHPAD pour que les Français soient bien informés. Cette question de la transparence et de la confiance, elle est essentielle. Et chacun sait ici les dégâts de l'affaire Orpea, parfois bien au-delà de la seule question des EHPAD. Nous avons été au rendez-vous des contrôles, sans pour autant discréditer un secteur et surtout des professionnels formidables par leur engagement dans la très grande majorité des cas. Mais j'assume d'aller un cran plus loin et donc de porter des mesures dites de moralisation. Cela passe par le renforcement du pouvoir de sanction des services de la protection du consommateur, notamment pour sanctionner les facturations abusives. C'est aussi le renforcement du contrôle des ARS et des départements sur les changements importants de gouvernance, notamment dans le cadre de projets de prise de contrôle par une entreprise à but lucratif. Et puis, de manière un peu plus structurelle, nous souhaitons que tous les opérateurs d'EHPAD privés lucratifs profitent de la loi Pacte pour devenir des sociétés à mission. C'est une mesure bien plus structurelle que ce que certains imaginent, puisque cela garantirait qu'ils inscrivent dans leur statut et qu'ils contrôlent la mise en œuvre effective d'une mission sociale ou environnementale qui soit supérieure au profit. Enfin, nous prévoyons que les EHPAD privés lucratifs réservent une partie de leurs bénéfices, non pas à leurs actionnaires, mais au financement d'actions pour améliorer la qualité de l'hébergement des résidents. La question des EHPAD, elle est très importante, mais vous le savez, la priorité du gouvernement, c'est aussi le domicile et l'habitat intermédiaire. Pour une raison très simple, c'est ce que veulent les Français, et c'est ce qui permet de mieux prévenir les effets du vieillissement. En ce qui concerne le domicile, plusieurs réformes extrêmement structurantes vont entrer en vigueur dans les 2 prochaines années. L'année 2022 nous a permis de mettre en œuvre le tarif plancher, la dotation complémentaire et le financement de revalorisation salariale pour la branche d'aide à domicile. Les prochaines années nous permettront de mener à bien la réforme tarifaire des SIAD, tout simplement pour augmenter leurs moyens de fonctionner et répondre mieux aux situations plus complexes des patients. C'est aussi des créations de places, plus 26 000 d'ici 2027, pour répondre aux besoins démographiques. Et bien évidemment, chère Elisabeth, nous n'oublierons pas l'hospitalisation à domicile qui joue un rôle clé dans le maintien à domicile. Et c'est enfin la réforme des services autonomie. C'est une véritable révolution pour les usagers, un seul interlocuteur. C'est aussi une avancée majeure pour les professionnels et pour l'attractivité des métiers, puisque cela va permettre un exercice moins solitaire, plus d'interventions conjointes et des perspectives de carrière plus riches. Enfin, j'ajoute que les EHPAD et le domicile, qu'entre les EHPAD et le domicile, nous devons aussi réussir la montée en puissance de l'habitat intermédiaire, sous toutes ses formes, pour permettre de véritables parcours résidentiels. Là aussi, la loi fait sauter des verrous et nous allons continuer à soutenir le développement de l'habitat inclusif, des résidences autonomie ou encore des colocations intergénérationnelles. Mesdames et messieurs, pour conclure ce survol rapide de la feuille de route du gouvernement, je souhaite vous dire un mot d'un sujet qui vous intéresse tout particulièrement, c'est-à-dire la place spécifique du secteur public. L'attachement qui est le nôtre n'est pas qu'une question de garantir l'accessibilité financière et géographique de l'offre dans les territoires. C'est aussi la conviction que nous avons besoin d'un secteur public fort pour réussir cette transition. C'est notamment pour cela que nous avons soutenu la création dans la loi des groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux, et je sais que cette mesure était chère à la FHF. Vous le savez, le secteur des EHPAD publics est marqué par une certaine atomisation de son offre, que les secteurs privés associatifs et commerciaux connaissent moins.
en raison de la plus forte concentration de leur offre. Or, le regroupement entre structures permet, on le sait, de bénéficier d'un certain nombre d'avantages dont une structure isolée ne peut bénéficier. Mutualisation, partage d'expertise, appui technologique, partage d'expérience, facilitation des remplacements, attractivité dans la gestion des carrières ou encore appui à la conduite de projets. Ce regroupement est donc aussi une réponse aux enjeux de transformation de l'offre et cette mesure va également nous permettre d'accélérer le mouvement de renforcement des coopérations entre les EHPAD publics, obligatoires pour les EHPAD autonomes et facultatives pour les EHPAD territoriaux. Ce déploiement est une priorité pour moi et je vous donne d'ailleurs déjà rendez-vous le 4 décembre prochain au ministère pour une journée d'études sur les groupements de coopération sociale et médico-sociale dans le secteur public. Alors pardon d'avoir été un peu long et sans doute un peu technique, mais je crois que la politique s'affaiblit, comme je vous le disais, de grandes phrases. Ce que vous attendez, c'est du concret, pas des grandes lois ou des effets d'annonce, et c'est bien l'objectif que je poursuis. En synthèse, je vous donne rendez-vous très prochainement à l'Assemblée nationale pour aller au bout de la loi sur le bien vieillir, mais aussi fin juin pour faire le point sur l'ensemble des chantiers interministériels qui permettront à la France de profiter de toutes les opportunités que représente le grand âge pour notre pays. Je vous remercie. Madame la présidente de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée, chère Fadila, Madame la rapporteure, chère Stéphanie Rist, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président de la Fédération hospitalière de France, cher Arnaud Robinet, Mesdames et Messieurs les présidents des autres fédérations hospitalières, chère Marie-Sophie De Saulles, Elisabeth Hubert, Lamine Garbi, Jean-Yves Blais, Mesdames et Messieurs les délégués généraux des fédérations, Mesdames et Messieurs les présidents des conférences hospitalières, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, titres, fonctions, Mesdames et Messieurs, chers amis. Le choc que nous avons tous subi hier lors de l'agression de 2 d'entre nous au CHU de Reims est, je le sais, dans toutes les têtes ce matin. Le décès de Karen est un drame qui nous anéantit tous. Je réitère mon soutien total aux victimes, à leurs familles, à leurs proches, aux équipes qui les ont prises en charge et plus largement à toute la communauté hospitalière de Reims. Je demande demain midi, dans tous les hôpitaux, 1 minute de silence en hommage à Karen. Il y a 1 an, j'arpentais les allées de ce salon, loin de penser que je me retrouverais devant vous cette année, à cette place. C'est donc... cher président de la FHF, une première pour nous deux, alors je tâcherai d'être à la hauteur. Je ne répondrai pas à tous les points de la feuille de route. Cela risque de nous entraîner tard dans la soirée. Mais j'essaierai de concentrer mon propos sur des points pratiques et surtout sur ce que nous pouvons faire à court et à moyen terme. Rendez-vous incontournable des acteurs de la santé, Santexpo est plus, bien plus, que des allées et des stands ou, comme on disait avant, le congrès de la FHF. C'est le lieu, le moment où tous les professionnels de santé, privés, publics, libéraux, salariés, se réunissent, peuvent échanger sur les enjeux et l'avenir de notre système de santé. Santexpo, c'est bien le lieu de convergence de toutes ces professions, de tous les avis, parfois opposés, souvent tranchés, mais aussi de tous les possibles. Ce qui nous réunit toutefois, j'en suis convaincu, c'est la volonté commune de construire un système de santé plus efficace, plus juste et, j'ose le dire, plus efficient pour mieux lutter contre toutes les inégalités d'accès à la santé. Vous le savez, c'est mon objectif, celui du gouvernement, celui du président de la République. Et je profite de cette assemblée pour rappeler que la santé doit bien être comprise dans son ensemble, c'est-à-dire de la prévention au dépistage, du soin à la réhabilitation. Dans cette lutte contre les inégalités d'accès à la santé, tout le monde a sa place.
citoyens, élus, professionnels, comme dans les très nombreuses réunions territoriales organisées par les ERS dans le cadre du Conseil national de la refondation en santé voulu par le président de la République. C'est pourquoi je suis particulièrement ravi que pour cette édition 2023, nous nous retrouvions autour d'un thème très actuel et qui transcrit bien les enjeux auxquels nous faisons face, la santé au cœur de la démocratie. Oui, mesdames et messieurs, la santé est un sujet éminemment démocratique. C'est un droit individuel fondamental que le droit à bénéficier du meilleur état de santé possible, le droit à la prévention, au traitement, le droit à l'accès aux médicaments essentiels. La santé publique, c'est aussi un droit collectif, solidaire et universel. Cette vision de la santé comme bien commun supérieur, c'est celle qui a présidé à la création de la sécurité sociale et qui a été réaffirmée par le président de la République dès la première vague de Covid-19. Cette pandémie de Covid, qui par son caractère d'urgence inédite et globale, nous a fait nous reconnecter avec une force, une acuité nouvelle à cette vision partagée. Au fil des vagues, des variants, nous ne le redirons jamais assez, nous avons fait collectivement face. Nous en gardons, notre société entière en garde, une reconnaissance fondamentale en direction de tous ceux qui, à un titre ou à un autre, se sont investis dans la réponse à cette crise. Ne l'oublions pas, ne l'oublions jamais. Plus que jamais, nous l'avons ressenti, plus que jamais, nous l'avons vécu. La santé nous concerne tous. La maladie peut frapper chacun d'entre nous. La protection de nos concitoyens est un engagement nécessairement solidaire et collectif. Nos concitoyens ressentent, peut-être plus que jamais, comme leurs représentants élus, la nécessité de prendre part à ce projet, de contribuer aux solutions, alors que les besoins et les aspirations se renforcent. La santé est au cœur de notre pacte social, de nos valeurs fondamentales. Tout ce qui fragilise l'accès de nos concitoyens à la santé fragilise au fond la confiance dans notre système social et fait courir le risque de miner nos solidarités et, j'ose le dire, la cohésion de notre société. C'est pourquoi il y a urgence à lutter contre toutes les formes d'inégalité à la santé, qu'elles soient liées aux revenus, au genre, au handicap, au territoire dans lequel on vit. C'est, vous le savez, le cap de mon action au sein de ce ministère. C'est pourquoi aussi il y a urgence à redonner de la confiance. Cette confiance, elle se crée chaque jour dans la pratique de notre exercice, dans l'expérience des malades. Elle se crée aussi par notre capacité à faire évoluer nos référentiels et nos pratiques pour tenir compte des réalités nouvelles. Alors que la crise sanitaire a créé une conscience collective inédite autour de ces questions de santé, servons-nous-en pour construire ce chemin et pour remobiliser chacun autour des valeurs fondamentales de notre système de santé et de notre démocratie. Assumer que la santé est l'affaire de tous, c'est le sens de la démarche du Conseil national de la refondation en santé que nous conduisons depuis maintenant 8 mois. C'est cette dynamique que nous avons souhaité, vous le savez, pérenniser dans tous les territoires. Elle permet de rassembler professionnels, élus, citoyens autour de l'élaboration de solutions concrètes, locales, proches des réalités. Dans cette dynamique, j'y crois vraiment très fort, l'État se repositionne comme un facilitateur. Je pense ici par exemple au pouvoir de dérogation élargi que nous avons conféré aux directeurs généraux des ARS et qui leur permet d'adapter la réglementation aux spécificités locales. Une politique qui se décline donc dans chaque territoire et dans chaque établissement de santé. Ces principes de confiance aux acteurs, de participation, de liberté organisationnelle sont ceux qui permettront de transformer nos établissements de santé et en particulier notre hôpital public. C'est le premier point sur lequel je voudrais insister aujourd'hui. Le président n'a pas dit autre chose lors de ses vœux aux acteurs de la santé lorsqu'il a érigé le fait de réorganiser les soins à l'hôpital pour retrouver une échelle humaine, en priorité forte de notre action de refondation du système de santé. L'hôpital, c'est évidemment l'un des piliers de notre système de santé, dans lequel prend corps cette promesse démocratique que je mentionnais d'entrée. La spécificité du modèle français et de son hôpital, c'est en effet cette promesse de soins de qualité et garantie pour toutes et tous que nous avons fait le choix d'assumer collectivement. Même si je veux le souligner d'entrée, l'hôpital n'est ni une île, ni une forteresse. L'hôpital n'agit pas seul.
Et nous devons conforter chaque jour un peu plus cette démarche qui est la nôtre, de renforcer les synergies avec la ville, comme le lien avec tous les partenaires privés. La refondation, la préservation du caractère démocratique de notre système de santé, c'est ainsi pour moi de rendre l'hôpital à celles et ceux pour qui il existe, nos patients, et à celles et ceux qui le construisent au quotidien, les équipes hospitalières. Transformer notre hôpital, c'est donc une nécessité, tant pour préserver ce pilier démocratique que pour le projeter dans une nouvelle modernité, pour l'aider à retrouver ses pleines capacités aussi, à l'issue de cette crise. Si je suis réaliste devant les difficultés, humble mais déterminé devant l'ampleur de la tâche qui nous attend, je ne partage pas pour autant le discours du « tout va mal », ni la représentation catastrophiste d'un hôpital en perdition. Il ne l'est pas. Pas plus que ne le sont l'hospitalisation privée ou l'hospitalisation à domicile. Et je veux rendre à chacun ici un hommage appuyé. Parce que la diversité d'acteurs fait résolument partie des richesses de notre système de santé qui, rappelons-le, soigne, guérit et sauve tous les jours. Dans nos hôpitaux, dans nos ESPIC, dans nos cliniques, en hospitalisation à domicile, tous acteurs dans nos territoires de la réponse en santé. Je ne nie pas la réalité. Mais non, tout ne va pas mal. Et le foisonnement, les idées, les innovations qui parcourent les allées de ce salon nous le disent. Mesdames et messieurs, le travail est résolument enclenché et nous réussirons ces transformations ambitieuses parce que ce sont les équipes dirigeantes, les équipes médicales, soignantes, administratives, techniques et logistiques qui sont les acteurs du changement au quotidien avec les patients pour lesquels elles se mobilisent. Notre méthode pour parvenir à redonner du sens, de l'efficacité au travail des professionnels. Notre méthode pour combattre les efforts de l'érosion de la démographie médicale et continuer de répondre au mieux aux besoins de santé des Français, c'est de continuer à investir, de continuer à travailler à de meilleures organisations collectives pour favoriser la cohésion de la communauté hospitalière et relever collectivement tous les défis de transformation du système de santé en général et de l'hôpital en particulier. Et pour y arriver, notre outil doit être de permettre plus de liberté d'organisation, plus de flexibilité, d'agilité pour chaque service, pour que ces services aient la capacité d'adapter leur fonctionnement en temps réel aux besoins rencontrés. C'est pourquoi, sous l'impulsion du Président de la République et de la Première ministre, nous accélérons la transformation de l'hôpital en prenant à bras-le-corps, y compris des serpents de mer, comme la tarification à l'activité, l'organisation et le temps de travail, ou encore certaines briques de la gouvernance hospitalière. Cela doit nous enthousiasmer, car c'est ce qui garantit que l'hôpital de demain sera érigé sur des bases solides et des collectifs de travail rénovés. Vous le savez, j'attache une importance centrale à la nécessité de revitaliser les services et à la cohésion des équipes autour d'un projet médico-soignant partagé. C'est pour moi un point fondamental, la condition déterminante pour arriver à redonner du sens au travail des professionnels. On le sait tous, ce qui s'y joue dans les moments positifs comme dans les épreuves. À la suite du Président de la République, je le redis, il faut que le service redevienne l'unité organique et humaine de fonctionnement de l'hôpital. Conforter la place du service au cœur de l'organisation des soins, c'est donner aux équipes la capacité de s'organiser en autonomie et en responsabilité pour favoriser la fluidité des projets dans un collectif qui fait sens, qui crée de la solidarité, en particulier pour faire face aux tensions qui peuvent exister et qui existent dans les établissements. Or, vous avez été nombreux à l'exprimer lors des consultations conduites par l'ANAP, la FHF ou les conférences hospitalières. Nous ne sommes pas allés assez loin à la suite du rapport Claris de 2020 dans le renforcement de la place du service. Il y a bien eu certaines avancées, notamment dans les mentalités. Mais dans les faits, les professionnels n'ont pas ressenti ce changement dans leur quotidien. C'est la raison pour laquelle j'annoncerai très prochainement, dans les quelques semaines qui viennent, un ensemble de mesures qui viendront consacrer et conforter cet échelon du service. Et je peux déjà vous dire qu'un débat aura lieu dans chaque établissement, associant le plus grand nombre possible de professionnels pour faire collectivement émerger cette meilleure organisation interne et repenser le rôle respectif de chaque échelon de la gouvernance. Ce débat aura lieu avant l'été. Nous renforcerons le binôme fondamental formé par le chef de service et le cadre d'unité de soins, la délégation de gestion ou encore les innovations managériales.
Tous les sujets sont sur la table. Les outils seront mis à disposition de tous et chaque établissement et chaque service même pourra et devra s'en emparer. Le temps est venu de donner tout son sens dans notre système de santé au principe de subsidiarité, afin que toutes les décisions qui peuvent l'être soient prises au plus près du terrain. Chacun doit prendre ses pleines responsabilités et j'assumerai de confier aux ARS un rôle nouveau de garant de la réalité du déploiement de ces changements dans chaque établissement. À tous ceux qui voudraient imposer des ratios figés ou mettre en place des organisations uniformes et contraintes pour faire face à nos difficultés, je réponds que ce n'est pas une solution. Cela ne ferait que rigidifier un système qui a au contraire un besoin urgent de souplesse et de confiance. Au contraire, il s'agit bien de donner de nouvelles capacités aux managers et à leurs équipes. En appui, nous avancerons sur les outils de mesure de la charge en soins. Je souhaite que nous développions sur ce sujet des outils Made in France qui auront du sens pour tous nos professionnels. Nous mettrons au service de toutes les pratiques qui fonctionnent et ouvriront de nouvelles souplesses en matière de temps de travail. Là aussi, les équipes doivent collectivement avoir le choix de leur organisation de travail. Nous le ferons dans un dialogue social. Vous avez compris, vous savez combien j'y tiens, pour avancer résolument vers des outils managériaux plus modernes et plus participatifs. Cette confiance, cette marge d'action, cette liberté d'organisation, elles sont majeures pour que chacun se sente mieux reconnu, mieux valorisé dans son travail. Elles sont majeures pour faire équipe et donc mieux soigner. Des équipes stables et renforcées, un management plus collaboratif et personnalisé, ce sont aussi les clés de la fidélisation des professionnels pour que les carrières retrouvent des perspectives et toute leur attractivité, normalement, auprès des jeunes soignants. Cette attractivité, vous l'avez dit, Monsieur le Président de la FHF, elle est essentielle, elle nous concerne tous. Cette attractivité, nous la construirons par des meilleures conditions de travail, par une refonte des formations, par une refonte des métiers, par une refonte de l'exercice professionnel même. Nous ne pouvons plus attendre, c'est essentiel. Sur ces sujets, nous le savons tous, le Ségur a permis des avancées majeures. Nous les avons complétées par les mesures ici de la mission Flash de l'été dernier. Acceptons tous ensemble de dire que nous devons encore progresser pour notamment mieux prendre en compte ce qui est tout à fait spécifique dans le travail hospitalier. Le Président de la République l'a redit, nous allons continuer à travailler sur les conditions de travail, la prise en compte des spécificités des métiers de soignants. Sur la permanence des soins, les gardes et les astreintes et le partage entre tous les acteurs d'un territoire, je serai attentif à une stricte égalité des droits et des devoirs entre tous, publics comme privés. Ces avancées porteront aussi sur le travail de nuit et de week-end pour mieux reconnaître ces sujétions dans une société post-crise sanitaire dans laquelle elles sont moins acceptables, mais pourtant toujours autant nécessaires à la continuité de fonctionnement de nos établissements publics comme privés. Sur ces sujets, l'IGAS me remettra dans les prochains jours ses préconisations qui seront partagées avec vous tous. Et je tiens à rassurer encore une fois les organisations syndicales sur le fait que nous ouvrirons dans toutes les prochaines semaines les négociations sur ce sujet. À cette occasion, je souhaite que nous puissions discuter avec les représentants des personnels d'autres sujets structurants et essentiels pour l'attractivité et la fidélisation. L'amélioration de la santé des professionnels, les perspectives d'évolution de carrière, la dynamisation de la recherche, la lutte contre les violences, bien sûr. Autant de sujets qui sont clés pour transformer durablement nos organisations hospitalières. Ce travail sur les fondamentaux de notre système de santé sera exigeant, de la même façon que l'est le plafonnement des tarifs de l'intérim médical, dont je veux redire un mot ici. Si nous avons enfin réussi à mettre en œuvre cette régulation, nous le devons assurément à la mobilisation collective des équipes hospitalières qui, en lien étroit avec tous les acteurs des écosystèmes locaux, ARS, collectivités, établissements privés, ont su faire face et garantir partout la continuité des soins. L'État a soutenu et continuera à soutenir les solutions organisationnelles locales grâce à la mobilisation d'outils comme par exemple la prime de solidarité territoriale dont les équipes ont pu se saisir. Je tiens d'ailleurs à saluer ici l'engagement commun des fédérations hospitalières, publiques et privées, dans ce combat.
Je sais que cela n'a pas été une période facile et que les tensions demeurent. Mais c'était nécessaire pour renforcer les équipes à long terme et mieux valoriser celles et ceux qui s'investissent durablement à l'hôpital. C'est l'état d'esprit dans lequel nous devons garder pour les prochains mois, car nous savons que si la bosse du mois d'avril et presque du mois de mai est passée, l'été devra, comme toujours, aussi être un moment de mobilisation solidaire. L'État, qu'il s'agisse du ministère ou des ARS, sera au rendez-vous pour que nous surmontions collectivement les difficultés, tout en accélérant les améliorations fondamentales, notamment dans nos services d'urgence, nos maternités et nos services de psychiatrie. C'est aussi dans le même état d'esprit que nous légiférerons prochainement pour interdire la pratique de l'intérim en début de carrière de soignants. Nos futurs professionnels, dont nous augmentons chaque année le nombre, dans les universités, les instituts de formation, verront ainsi leur entrée dans la vie active sécurisée et accompagnée dans ces équipes et ces services renforcés. Je veux en profiter ici pour saluer le député Frédéric Valletoux, bien connu de ses travées, engagé avec la majorité sur une nouvelle proposition de loi. Ce texte sera l'occasion de mener un travail conjoint sur certains sujets importants pour nos établissements de santé, mais aussi plus largement pour la santé dans nos territoires, en faisant confiance aux professionnels plus qu'en les contraignant. Plus le sujet est complexe, plus la méthode pour le résoudre doit être claire et facile à expliquer. Pour moi, elle repose, vous le savez, sur ces 4 points cardinaux: équipe, éthique, territoire et dialogue. Nous continuons de mettre en acte ces principes. Toujours pour accélérer la transformation de notre hôpital, vous le savez, une évolution de la gouvernance est également en cours. Cette évolution de la gouvernance s'inscrit dans le fil plus long d'un mouvement de remédicalisation qui se tisse depuis quelques années. Cette réforme s'inscrit aussi dans le sens de l'histoire et dans la droite logique des politiques que nous portons. Elle acte cette réalité qui s'impose avec la force de l'évidence, celle de travailler ensemble. Elle vient renouveler et donner une autre dimension au binôme qui existe dans les faits depuis longtemps sur le terrain entre le directeur d'hôpital et le président de la commission médicale d'établissement. L'enjeu est de mieux formaliser, mais également de mieux incarner cette volonté concrète de coopération renforcée entre le corps médical et les décideurs publics, qui doit rester un acquis de la gestion de la crise Covid. La mobilisation de front des équipes de direction et des responsables médicaux a véritablement été une clé de la résilience des établissements et je tiens à saluer leur engagement quotidien avec leurs équipes pour les patients. La mission conjointe, confiée au tandem, Nadège Baye et Olivier Clarisse, nous rendra ses conclusions au début du mois prochain pour finir de tracer les contours de cette collaboration. Je le dis avec conviction et la conviction que nous pouvons encore progresser en capitalisant sur les collectifs de travail existants et sur ce qui fonctionne déjà bien aujourd'hui. Je n'en dis pas plus à ce stade, j'aurai l'occasion d'y revenir plus spécifiquement dans les semaines qui viennent. Mesdames et messieurs, ces changements importants dans l'organisation hospitalière s'inscrivent dans une dynamique de refondation collective qui embarque tout l'écosystème de la santé au-delà des murs de nos établissements. Renforcer l'hôpital et ses équipes, c'est renforcer un pilier qui bénéficie à tout le système de santé. Cette notion d'équipe, de décloisonnement et de partage des responsabilités, elle s'applique bien entendu à l'échelle de chaque territoire, dans la coopération entre établissements, comme dans la coopération entre la ville et l'hôpital. L'exemple des urgences, des soins programmés, du déploiement du service d'accès aux soins l'illustre parfaitement. Ce SAS, il couvre déjà la moitié de la population. Il sera généralisé grâce à l'appui d'une mission que j'ai lancée il y a quelques semaines maintenant depuis Poitiers, dans chaque département d'ici fin 2023. L'objectif, il est simple, c'est qu'à toute heure de la journée ou de la nuit, nos concitoyens puissent être orientés vers une réponse adaptée à leurs besoins de soins non programmés, aux urgences si cela est nécessaire, ou alors le cas échéant vers un autre service, ou plus probablement, on le voit aujourd'hui, vers la ville. Ainsi, pour que cela soit efficace, nous devons assurer la bonne mobilisation de toute la chaîne des soins non programmés pour les médecins régulateurs comme pour les effecteurs libéraux. Je pense ici aux mesures importantes qui ont déjà été adoptées grâce au règlement arbitral et qui ont permis d'avancer sur plusieurs dispositions facilitant l'accès aux soins, notamment non programmés. Je prends l'exemple des urgences et soins non programmés.
parce que déjà, il me plaît, mais surtout parce qu'il est actuel, parce qu'il est parlant, parce que l'on voit là, sur le terrain, la coopération publique-privée. La coopération publique-privée, elle est à valoriser, à renforcer à tous les niveaux du système de santé et des parcours de soins. J'ai pour habitude de dire que notre système de santé ne fonctionne que s'il est en équilibre sur ces deux jambes, que sont la ville et l'hôpital. En effet, que ce soit pour les solutions de premier recours ou des prises en charge plus durables, les patients chroniques, les sorties d'hospitalisation, le suivi en ville est essentiel dans le quotidien des patients. Je parlais d'équipe. L'équipe est là aussi une valeur fondamentale chez les professionnels de ville, où les parcours de prise en charge sont par nature pluriprofessionnels, notamment dans les communautés professionnelles territoriales de santé, ces fameuses CPTS, que nous voulons généraliser d'ici la fin 2023. Elles sont un lieu privilégié de cette coopération, d'une meilleure répartition des compétences de chacun. Je redis mon attachement à la place centrale du médecin généraliste traitant et à une reprise prochaine du dialogue pour aller ensemble au-delà de ce règlement arbitral dans la valorisation de l'engagement des médecins libéraux auprès de la population et de leur territoire. C'est aussi tout le sens de l'opération d'aller vers que nous menons avec les caisses d'assurance maladie, permettant de mobiliser toutes les équipes pour arriver à proposer une solution de suivi adaptée à chaque patient en affection de longue durée qui ne dispose pas encore d'un médecin traitant. Une cartographie de ces patients est visible d'ores et déjà sur le site santé.fr. Elle sera, à partir de fin juin, mise à jour tous les mois pour que, sur chaque territoire, vous puissiez visualiser les difficultés, mais aussi et surtout l'avancée et les améliorations que nous pouvons apporter. Pour revenir brièvement, je vous rassure, aux urgences, au-delà des médecins régulateurs, des effecteurs libéraux, au-delà des assistants de régulation médicale, enfin reconnus à leur juste valeur comme professionnels de santé, j'ai le plaisir de vous confirmer que les décrets prévoyant le régime d'autorisation de la médecine d'urgence seront publiés avant la fin de l'été, à l'issue d'une ultime phase de consultation qui va démarrer dans les prochains jours. C'est important parce qu'ils comporteront tous les outils nécessaires pour un fonctionnement moderne de nos services d'urgence, en particulier sur le plan territorial ou sur celui de la régulation de l'accès, comme nous avons pu l'expérimenter depuis l'été dernier. Mais avant cela, et parce que nous ne pouvons ignorer les difficultés de l'été qui s'annonce, j'adresserai dans les prochains jours une instruction aux ARS pour que chaque établissement pivot de GHT mette en place, avant juillet, une gestion territoriale des lits d'hospitalisation, pour que chaque patient qui en ait besoin bénéficie d'un lit d'hospitalisation et ne passe pas des heures à attendre aux urgences. Nous contribuerons ainsi collectivement au désengorgement tant attendu de nos services d'urgence, engorgement insupportable pour nos concitoyens, pour les patients et pour tous les professionnels. Certains y ont réussi, tous doivent y parvenir. Hôpital et ville, établissements publics, privés et associatifs, libéraux et hospitaliers, cette grande équipe qu'est la santé, elle s'incarne ici à Santexpo, en rassemblant chaque année tous les décideurs et professionnels de santé impliqués dans le management, la gestion, le numérique, le parcours de soins, l'expérience patient, l'équipement, les matériels, la construction et la transformation des établissements de santé. J'ai déjà pu tracer avec vous des perspectives importantes autour de ces thématiques. Je prends le temps néanmoins de m'attarder encore sur deux questions, juste deux, je vous promets, largement représentées à Santexpo et qui sont majeures dans cette santé au cœur de la démocratie. L'expérience patient d'abord. C'est une façon de construire la santé que je veux renforcer et pleinement intégrer au fonctionnement hospitalier. Le patient n'est pas et ne doit pas être un usager passif de l'hôpital et du système de santé. Son expertise propre fait de lui un chaînon à part entière de son parcours de santé, avec les équipes soignantes qui bénéficient tout autant de ces regards croisés. Tout ce que nous travaillons également sur la paire aidance, le partenariat patient, mais aussi les nouvelles formes de l'aller vers, participe de ce même mouvement qui est l'un des fondamentaux de la démocratie en santé. Et pour faciliter toutes ces nouvelles coopérations que nous mettons en place, le numérique est un outil majeur. C'est le deuxième point sur lequel je souhaitais m'arrêter quelques instants. Santexpo, je l'ai vu tout à l'heure, fait la part belle à la e-santé avec un village thématique qui lui est exclusivement dédié, où l'on peut retrouver aussi bien les acteurs institutionnels, l'Agence du numérique en santé, la délégation ministérielle au numérique en santé, que toutes nos start-up créatives et entreprises innovantes. J'ai présenté la semaine dernière, après des mois de travail et de concertation, notre nouvelle feuille de route du numérique en santé 2023-2027.
qui développe 4 grands axes, 65 mesures concrètes pour mettre le numérique au service de la santé. C'est-à-dire rapprocher les usagers de l'accès à la santé, simplifier les procédures administratives, fluidifier les parcours de soins, mieux partager l'information, faire gagner du temps aux soignants, mieux armer nos établissements contre le risque cyber. En bref, faire de cette nouvelle réalité numérique un accélérateur de la démocratie en santé, une chance et un levier pour transformer notre système de santé, notre bien commun. Mesdames et messieurs, je crois aussi que parce que l'on parle de bien commun supérieur dans notre démocratie, nous devons assumer aussi le caractère précieux de ce bien collectif, un tel bien, une telle richesse. Cela nous oblige. Cela nous oblige à aller au-devant du progrès et des avancées de la science pour sans cesse l'améliorer. C'est le sens des investissements, d'une ambition résolument inédite que nous déployons actuellement pour notre recherche en santé. Tout autant que notre hôpital et que notre système de santé, le génie scientifique français fait partie de notre précieux patrimoine. Je pense bien sûr aux 7,5 milliards d'euros du plan Innovation Santé 2030, mais aussi à l'annonce la semaine dernière de la création de 12 nouveaux instituts hospitalo-universitaires et de 4 bioclusters de recherche et d'innovation, venant récompenser et donner vie à des projets d'avenir représentant toute la diversité de l'excellence de notre recherche, notamment de la recherche hospitalo-universitaire. Une excellence qui doit rayonner au-delà de nos frontières pour attirer les talents et les innovations, mais aussi les investissements industriels, comme nous l'avons fait à Choose France la semaine dernière, afin que ces progrès puissent être accessibles à tous dans un système de santé juste et souverain. Cela nous oblige aussi à bien utiliser ce système de santé, à avoir conscience de sa rareté. Cela nous oblige ainsi à poser la question du bon usage de nos ressources, de la pertinence des actes et des parcours, à se reposer parfois la question de l'efficience de certaines pratiques ou du bon niveau de recours aux médicaments. Nous engagerons une campagne d'information autour de ces bons réflexes qui peuvent servir à un usage plus sobre de notre modèle. Sobriété n'est pas un gros mot, ce n'est pas un synonyme de moins-disant, car nous devons assumer que notre société ne peut être sans cesse plus consommatrice. La solidarité sur laquelle est fondé notre modèle social, elle est aussi intergénérationnelle. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que nous engagions, sous l'égide de la Première ministre, un travail spécifique sur la transition écologique de notre système de santé, et de premières annonces ont eu lieu hier dans ce cadre. Cela nous oblige aussi à ce que le pacte démocratique qu'est notre système de santé puisse être reposé dans la durée, en nous interrogeant sur la place de chaque acteur. Dans une société qui vit, qui change et évolue de plus en plus vite, ce pacte social n'est pas un modèle figé, mais un travail de tous les jours. Assumons qu'il fasse l'objet d'un débat civique et démocratique. C'est ce que nous faisons lorsque nous discutons avec les organismes complémentaires de la place de chacun dans le financement de notre modèle. C'est aussi ce que nous faisons quand nous cherchons à concilier bon usage des cotisations maladie et lutte contre les dérives de la financiarisation, et je me battrai pour préserver le système de santé d'un tel mouvement. Cela nous oblige aussi à investir durablement dans la prévention et à établir dans le débat le niveau d'effort que nous sommes prêts à y investir et les engagements qui en découlent pour nous tous. Quand on voit l'importance du gradient social de nombreux cancers et pathologies évitables, on voit bien combien la prévention tout au long de la vie et surtout dès le plus jeune âge est un véritable outil d'égalité des chances en santé, principe fondateur de notre démocratie sociale. J'ai la conviction que chaque pas que nous faisons aujourd'hui sur la vaccination contre le papillomavirus, sur le tabac, sur les addictions en général, sur l'activité physique ou encore sur la préservation de notre environnement, chaque pas est résolument investi pour l'avenir de chacun de nos concitoyens comme pour l'avenir de notre système. Tout ceci nous oblige donc à être responsables et à réfléchir enfin sur la durée, à créer les conditions d'une réflexion collective de long terme autour de notre modèle démocratique, à nous remobiliser autour des valeurs qui le fondent. Et pour reprendre vos réflexions, Monsieur le Président de la FHF, sur cette réflexion dans la durée et sur un plan pluriannuel ou un grand plan, une grande loi de programmation de santé, sachez que ces réflexions sont également conduites au sein du ministère de la Santé et au sein de mes équipes et que nous aurons prochainement à échanger là-dessus. Mesdames et messieurs, une date clé dans la construction de l'hôpital public a été la création des centres hospitalo-universitaires en 1958 grâce à la réforme de Robert Debré
qui engagea également, on l'oublie trop souvent, la mise en œuvre d'un vaste programme social d'humanisation des hôpitaux. Et c'est bien cela l'objectif démocratique en fil rouge de la construction permanente de notre système de santé, que de remettre l'humain au cœur du système de santé. Cette éthique humaniste, c'est celle qui doit encadrer les progrès rapides de la technologie, celle qui doit présider à l'élaboration de toute réforme et être le spectre au travers duquel nous évaluons nos politiques publiques. Pour permettre de mieux vivre à l'hôpital, permettre à chaque professionnel de s'accomplir dans un système juste et efficient et de donner toute leur place aux patients. Je ne peux pas vous quitter sans faire référence, vous vous en doutez, au rugby. Vous savez combien ce sport m'est cher, je ne suis pas le seul. On dit que dans une équipe, il n'y a pas de passagers, il n'y a qu'un équipage. Et quel bel équipage que forment tous les acteurs rassemblés à Sant'Expo. C'est pourquoi je compte sur votre investissement collectif, comme vous pouvez compter, soyez-en certains, sur le mien, pour mettre cette éthique et ces valeurs en acte au service de notre santé collective. Enfin, pour paraphraser un homme politique bien connu, yes we can, yes we do, together. Je vous remercie.